C'est ce que je voulais vous dire ce matin et vous remercier de vos travaux. Merci. On va passer maintenant aux questions du public. Alors, on va se tourner vers l'équipe d'Aluminium France qui a synthétisé les questions. Salomé ou Cyril, est-ce que l'un d'entre vous souhaite prendre la parole pour poser une première question? Oui, Gaëtan, bonjour à toutes et à tous. Donc, quelques questions. Une première série de questions pour Olivier Rebuffet. Olivier, je ne sais pas si tu es toujours avec nous. Donc, sur ton point au sujet de l'assemblage des alliages, des questions sur est-ce que les procédés d'assemblage par fusion vont-ils évoluer? Dans le même ordre d'idée, des questions également sur les visseries. Pourquoi est-ce que finalement on ne remplacerait pas les visseries actuelles en acier ou les systèmes d'assemblage en acier par des visseries en alu? Est-ce que ce ne serait pas intéressant? Et donc finalement, une question qui découle de ces deux interrogations, c'est que finalement, est-ce que la multiplication des alliages ne va pas compliquer le recyclage? Voilà, Olivier, je ne sais pas si tu peux répondre à ces premières questions. Je vais essayer. Le soudage par fusion, oui, l'assemblage par fusion, on parle en fait de deux techniques et vraiment on est focalisé quand même dans des techniques grande série. Hein. L'idée c'est de réduire le coût de l'aluminium pour qu'il soit adopté massivement dans les voitures. Donc il ne s'agit pas de développer une niche, mais vraiment des techniques grande série. Les deux techniques, c'est le soudage par points, massivement utilisé en acier, encore trop peu utilisé en aluminium, et le soudage laser. Et effectivement, ces deux techniques évoluent rapidement, les coûts baissent et l'évolution technique permet de résoudre les derniers problèmes de fiabilité qui étaient la cause de la non-adoption de ces techniques. Donc oui, il y a des évolutions technologiques sur le soudage par points et sur le soudage laser. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur les technologies qui changent, mais voilà, les fournisseurs d'équipements proposent des choses nouvelles là-dessus. Sur l'assemblage avec des rivets en aluminium, oui, ça existe depuis longtemps, c'est jamais réellement adopté, je ne sais pas trop pourquoi. Je dois dire, je pense que ça ne doit pas répondre totalement à la question technique, à la question mécanique. Il faut malgré tout, c'est un ajout de matière là où l'assemblage par fusion ne constitue aucun ajout de matière. Hein, il y a une alimentation supplémentaire à gérer lors du procédé d'assemblage, ce qui est moins le cas lorsque on a deux électrodes qui soudent l'aluminium entre elles. Voilà, il n'y a pas d'ajout extérieur, mais je n'aurais pas une réponse extrêmement définitive sur les rivets ou la visserie en aluminium. Et la troisième question, c'est la multiplication des alliages, mais c'est notre challenge d'ISA 3 de gérer intelligemment cette multiplication d'alliages. Il y a effectivement dans l'automobile plutôt des alliages aluminium-magnésium, 5% de magnésium avec l'aluminium qui sont massivement utilisés. Et puis pour les pots des aluminium-magnésium-silicium, aujourd'hui ces deux cohabitent. Il semblerait que l'aluminium, magnésium, silicium, la série 6000, permette de faire toutes les fonctionnalités. La peau visible avec toutes les exigences d'aspect, la structure très dure et la doublure très formable. Donc, il peut y avoir une multiplication d'alliages, mais dans une même famille qui, lorsqu'on va la refondre, aura de la valeur. Voilà, c'est ça l'enjeu. Très bien, merci Olivier. Une question toute complémentaire à l'instant. Est-ce que le soudage par friction malaxage FSW serait intéressant? Alors, c'est une technique qu'on connaît très bien à Constellium et qui est appliquée plutôt dans l'aéronautique sur des produits plus épais. Elle est regardée dans l'automobile également et dans ISA 3. On a prévu de jeter un coup d'œil là-dessus, mais plutôt pour le raboutage, c'est-à-dire ce qui est fait souvent en acier, c'est-à-dire la création d'une tôle de deux épaisseurs distinctes ou de deux propriétés distinctes pour en faire une tôle unique et utiliser ce malaxage pour les assembler entre elles. Ça n'est pas une technique qui est très adaptée quand même pour des assemblages dans l'espace en 3D sur des produits minces. Voilà, ça a besoin d'épaisseur, d'appui. Et c'est pour ça que c'est imaginé pour le raboutage, mais pas pour aller au-delà.
voilà, sur le friction stir welding. Merci Olivier. Une dernière question pour toi qui est un petit peu plus large. Tu as beaucoup parlé d'allègement. Une question sur l'utilisation de câblage électrique versus des câblages en cuivre. Est-ce que c'est envisageable pour les voitures électriques? Je ne sais pas si tu as des éléments de réponse sur ce sujet. Alors, non, j'ai pas la full picture de ce dossier. Comme je sais, je suis à la SIA, au groupe d'experts matériaux, je sais qu'on a regardé et que c'est techniquement très attractif, qu'il y a un petit problème de volume, voilà, c'est un petit peu plus encombrant. Et le volume est aussi un sujet à traiter au-delà de la masse, il faut que ce soit compact. C'est un petit peu plus encombrant que le cuivre. Et je ne connais pas l'équation économique, mais c'est regardé, je sais très précisément, enfin plus précisément ces dernières années, parce que effectivement le cuivre est cher et l'équation économique évolue avec l'électrification en faveur de l'utilisation du câblage aluminium, effectivement. Mais je n'ai pas la full picture de ce dossier pour vous répondre définitivement là-dessus. Très bien, merci Olivier. Je te demande de rester en ligne parce qu'il y aura peut-être d'autres questions complémentaires. Je me tourne maintenant vers Martin au sujet des batteries aluminium-air. Des questions un petit peu généralistes. Si tous les véhicules sont équipés, quelle est la consommation d'oxygène nécessaire, en faisant référence à l'oxygène dont nous avons besoin, par exemple? Est-ce qu'on n'aurait pas une pénurie d'oxygène? Alors bon, je ne sais pas si Martin aura une réponse là-dessus. Et puis la question, en effet, tout à fait légitime, c'est pourquoi s'attaquer qu'au nautisme? Pourquoi est-ce qu'on n'étendrait pas des batteries aluminium-air à d'autres secteurs? Et j'approfondis la question est-ce que Martin, tu as une réponse sur le sujet lié aux problématiques, je crois, d'explosion? Parce qu'il me semble qu'à une époque, on se posait la question du risque d'explosion sur les batteries aluminium-air. Martin, je ne sais pas si tu peux nous éclairer sur ces différentes questions. Oui, alors je vais essayer comme je peux. Sur la question par rapport à la consommation d'oxygène, alors j'ai jamais fait les calculs de savoir combien ça consommait. Et je ne suis pas spécialiste sur le cycle de l'oxygène, mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, si on prend le cycle complet, l'oxygène qui est consommé, c'est celle qu'on va retrouver dans le CO2 qui est émis en bout de cycle. Ce CO2 émis, c'est en fait la même problématique que pour l'essence. Et comme on divise par 3 le bilan carbone, en réalité, la consommation d'oxygène sera aussi divisée par 3 par rapport à l'essence. L'essence, quand il est brûlé, il consomme aussi de l'oxygène, quoi. Donc, le remplacement des véhicules, non, ne va pas apporter une pénurie d'oxygène. Au contraire, il va diminuer la consommation d'oxygène globale. Par ailleurs, les nouvelles technologies, alors dans le webinaire précédent, a priori, vous avez parlé d'anodes inertes pour la production d'aluminium. L'utilisation de ces anodes inertes permettrait de n'avoir aucune consommation d'oxygène parce qu'en réalité, l'oxygène consommé par nos piles serait ensuite libéré lors de la production d'aluminium. J'espère que ça répond à la question. Alors ensuite, donc je m'ai posé la question de pourquoi le nautisme. Pourquoi le nautisme? Donc il y a deux choses. D'abord, on ne s'adresse pas qu'au nautisme en réalité, mais en priorité au nautisme. Et pourquoi en priorité au nautisme? C'est parce que c'est un secteur qui aujourd'hui a du mal à s'électrifier par manque de technologie. On dirait pas qu'ils sont en attente aujourd'hui d'avoir une technologie qui permette d'avoir une densité d'énergie supérieure. Maintenant, la technologie pourra effectivement être utilisée sur d'autres applications, telles que potentiellement les voitures, même si aujourd'hui, il me semble que les batteries lithium-ion font plus ou moins le travail pour ce marché. Et un autre marché qui pourrait être intéressant, c'est celui de l'aéronautique, qui a effectivement les mêmes contraintes de densité d'énergie, enfin de poids, quoi, où il faut absolument réduire le poids pour pouvoir, si on veut à l'avenir faire des avions électriques. Et donc, Cyril, Gaëtan, je ne sais plus si c'est Cyril ou Gaëtan qui a posé la question sur l'explosion des batteries aluminium-air. Alors effectivement, il y avait
Dans les premières années des batteries aluminium R, un risque d'explosion lié à de la production d'hydrogène à cause de la corrosion de l'aluminium. Aujourd'hui, on arrive à inhiber quasiment à 98% cette production d'hydrogène. Donc, le peu d'hydrogène qui continue de s'échapper de la pile est trop négligeable pour avoir le moindre risque à ce niveau-là. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, merci Martin. Alors, on a pu voir sur le chat quelques réactions à l'intervention de François-Michel Lambert au sujet des rejets de bauxite. Gildas, est-ce que tu veux dire 2 mots sur ce sujet rapidement pour nous éclairer définitivement? Les rejets de bauxite? De résidus de bauxite. Alors, une réponse très simple, hein, sur les rejets de bauxite. Déjà, je précise qui se sont arrêtés fin 2015. Donc aujourd'hui, on ne rejette plus de résidus de bauxite en mer Méditerranée. J'ajouterais également que je pense qu'on peut se targuer aujourd'hui de produire l'une des alumines les plus vertes au monde. Dans le sens où, alors avec l'aide aussi de la réglementation, hein, mais on a fait des efforts considérables ces dernières années pour réduire notre impact environnemental dans la production d'alumine. À tel point qu'aujourd'hui, et c'est ce qui peut nous faire défaut parfois en termes de compétitivité si on regarde les choses à court terme, hein, par rapport à certains concurrents, on a ces contraintes nous ont poussé à imaginer des solutions innovantes pour avoir un résidu le plus propre possible. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, je précise que nous remplissons les exigences en termes de rejet sur nos effluents liquides depuis le dernier trimestre 2019. Non, on a... Depuis 3 mois. Pardon ? 3 mois. Oui, depuis 3 mois. Merci. Oui, c'est ça. Avec le septembre. confinement, là, je suis un peu perdu dans le temps, là. Mais oui. Donc on a inauguré cette station d'épuration voilà, cette année. Donc aujourd'hui, c'est des investissements qui sont colossaux, qui sont pour une part responsables aussi, hein, de la situation économique dans laquelle on a pu se trouver, mais qui a comme résultat d'avoir une alumine qu'on peut qualifier de green. Très bien, merci Gildas. Permettez-moi oui. Allez-y François-Michel. Oui, donc effectivement, je n'ai peut-être pas été clair, parce que je pensais que tout le monde était au courant du dossier. Hein. C'était ma présentation en disant que si on venait à produire cette alumine qui est, je le rappelle, vous le savez mieux que moi, mais l'Europe vient de l'inscrire dans la liste des matières premières critiques. Il y a 30 matières premières critiques au niveau européen et l'alumine est clairement inscrite. Donc, si elle n'est pas produite sur le site de Gardanne, elle sera produite ailleurs et forcément, la pollution qui a disparu, parce qu'elle a disparu, elle n'a pas été décalée, elle a disparu grâce aux innovations mises en œuvre sur le site de Gardanne, réapparaîtra ailleurs sur la planète. Et ça, c'est un des grands enjeux. Donc, effectivement, c'est l'alumine la plus verte qui existe sur cette planète, alumine de spécialité, et au niveau énergétique, très probablement aussi la plus faible en charge CO2. Au-delà de ça, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a tout un écosystème, et nous travaillons aujourd'hui sur l'eau qui est toujours rejetée en mer, mais qui est de qualité station d'épuration, pour la détourner en usage. Dans ma circonscription, ce sont les collines de Pagnol au sud. Et on est encore en manque d'eau pour l'usage agricole. Donc, la détourner pour des usages agricoles ou s'en servir comme point d'appui et d'aide aux pompiers en cas d'incendie de forêt, car on est dans des espaces où on manque beaucoup d'eau. Et s'il y a un incendie de forêt, le plus difficile, c'est de disposer de l'eau pour les éteindre, alors qu'on a un tuyau qui passe en plein milieu de ces forêts. Il y a le stockage à terre, j'en finirai pour ne pas prendre trop de temps. Il y a le stockage à terre, un siècle de stockage à terre qui fait tant et tant parler de lui. Le Monde, le journal qui parle d'écocide, ne peut s'empêcher de parler
de montrer une photo du stockage à terre et de dire que Alteo a créé un écocide en Méditerranée, ce qui est totalement faux. Je le dis très clairement, c'est un combat permanent contre les journalistes. Mais nous avons, et là je m'adresse à toute la profession, j'ai fait, je vous l'ai dit, génie mécanique option soudure. Donc quand on me parle de certaines formes de soudure par fusion, etc., ça me rajeunit. Mais nous sommes trop techniciens quand en face, nous sommes dans un champ politique. Et donc, il est temps de trouver les moyens d'exprimer, certes, que l'alumine sortie de Gardanne est la plus verte qui soit, et elle sera encore plus verte demain et encore plus verte après-demain. Mais il faut aussi mettre les politiques face à leurs responsabilités, c'est-à-dire c'est stratégique. Et cette perte de stratégie, c'est une perte sur les enjeux, notamment de transition énergétique, mais aussi de souveraineté dans nombre de domaines. Et donc, moi, il va falloir que j'aille dans l'hémicycle, donc je vais vous laisser juste après. J'invite vraiment à ouvrir et à être très clair dans ce chemin pour imposer auprès des politiques. Ce matin, j'ai le cabinet d'Agnès Pannier-Runacher, je vais leur rajouter les batteries aluminium air que je ne connaissais pas, je vais leur dire c'est stratégique, l'État doit avoir une stratégie en la matière. Donc à vous aussi, monde de l'aluminium et de l'alumine, de trouver les moyens pour que médiatiquement on comprenne qu'il y a peut-être des bouts rouges qui sont visibles et aujourd'hui stockés à terre, mais il y a surtout tout l'invisible qui est bien meilleur et qui vient surtout nous permettre d'avoir des belles perspectives, parce que moi j'ai confiance en l'avenir, des belles perspectives face à tous les enjeux. Voilà ma conclusion. Très bien, merci monsieur le député. Alors on a quelques autres questions pour Marc au sujet des bateaux. Marc, je ne sais pas si tu es avec nous encore. Est-ce que tu as une idée du taux de recyclage en fin de vie des bateaux en aluminium? Finalement, est-ce que ces superbes bateaux, ils arrivent un jour en bout de course? Comment est-ce qu'ils sont recyclés? Comment est-ce qu'ils sont démantelés? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Et puis ensuite, une question, on va dire, un petit peu plus délicate pour savoir d'où vient l'aluminium que tu utilises. Alors, sans donner de nom, peut-être ce qui serait intéressant, c'est de savoir si c'est un aluminium qui vient de France ou d'Europe. En tout cas, ça pourrait nous éclairer. Des questions difficiles. Le recyclage, c'est un vrai sujet. Il y a une association qui s'appelle l'APER qui œuvre pour ça. Alors, les bateaux en aluminium se recyclent bien parce qu'il y a une valeur, au poids d'alu recyclé, donc ça se recycle bien. Après, il me semble que le produit de l'aluminium recyclé a besoin industriellement d'être amélioré, mais ça, je suis incompétent là-dessus. Ce qui est beaucoup plus embêtant, c'est les bateaux en polyester sur lesquels il n'y a pas vraiment de valeur, et pourtant ils encombrent les ports. C'est des bateaux qui ne naviguent plus, et là il y a un souci. Non, les bateaux en aluminium, en général, c'est des bateaux qui ont des vies en plus assez longues, parce que, à part les problèmes d'électrolyse éventuels, c'est costaud, et comme je le disais, finalement on a une coque, on peut démonter tout ce qu'il y a à l'intérieur et puis refaire un aménagement si on veut, on peut réintervenir facilement dessus, ressouder des choses. Moi je connais des bateaux en aluminium qui ont plus de 50 ans, hein, qui sont toujours là et qui courent. Non, je ne peux pas donner de chiffres, mais en tout cas, je pense que, de ce point de vue-là, il y a un grand intérêt, c'est certain. Après, la provenance de l'aluminium, il y a un aluminium qui est utilisé, alors il y a un équivalent français, mais qui s'appelle le psyllium, qui est, je crois, hollandais. Hollandais ou allemand, je ne sais pas, et qui est un aluminium un peu plus adapté à la construction navale. Pourquoi? Parce que c'est un aluminium qui perd un peu moins ses caractéristiques mécaniques une fois soudé, parce que c'est ça
l'enjeu. C'est que, quelle que soit finalement la qualité qu'on utilise, à partir du moment où on soude l'aluminium, on retombe à des valeurs de contrainte admissible de l'ordre de 120 MPa, quoi, quelque chose comme ça. Et voilà. Ah ben, je vois un commentaire. Le Cilium est produit par Constellium à Issoire. Et ben voilà, merci beaucoup. Bon, ben voilà, on a notre réponse. Merci beaucoup, Marc. Écoutez, on arrive un petit peu au bout des questions. Alors, il y a des questions qui sont plus techniques. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une réponse personnalisée et on pourra mettre en relation les uns et les autres pour avoir des points plus précis. La question au sujet du marché du recyclage, on l'a bien noté. On prendra contact également avec vous pour répondre à vos questions. Donc, on arrive un petit peu au bout des questions. Gaëtan, je te redonne la main. Merci Cyril. Il est temps pour nous de conclure cette conférence qui vient mettre un terme à cette 6e édition d'Aluminov consacrée aux innovations de la filière, à ces nouvelles pratiques et à ces idées. Merci à tous les intervenants, à Bernard Gilmont de European Aluminium, à Olivier Rebuffet de Constellium, Gildas Fontaine d'Alteo. Merci à Martin Orientis de Zenith Innovation, à Marc Van Peteghem, architecte nautique, et de la DG Climat. On rappelle encore une fois que cet événement était placé sous le haut patronage de la Commission européenne. Donc merci à Marion d'avoir représenté son institution. Merci à François-Michel Lambert de son témoignage de terrain. Et merci à vous tous d'avoir pris le temps pour venir échanger avec nous. Voilà, bonne journée à tous et à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. au revoir.